Alors, un flacon d'Emoc est positif en 12 heures. Une coloration de Grave est réalisée sur le liquide de flacon. Donc pas l'examen direct, hein. Une fois qu'il a été détecté positif dans le laboratoire. Vous identifiez, et là vous avez à droite le gramme. Donc la flèche, elle vous montre des diplocoques en grammes plus, des coques en grammes plus en amas, des bacilligrammes plus, des bacilligrammes moins, un pneumocoque. C'est un QCM simple. On ne peut pas faire un diagnostic sur un gramme. C'est des cocci ou des bacilles? Oui. Et c'est... Ouais. Si c'était des coccigrammes plus en amas, vous vous orienteriez vers quel agent microbiologique? Ouais. Et vous savez pourquoi, comment vous vous rappellerez toujours, normalement, staphylocoque, que c'est des coccigrammes plus en amas? Staphylo, ça veut dire quoi? Qui a fait du grec? Bah, c'est une grappe de raisin. D'accord? Donc, staphylocoque, c'est des coques qui sont en grappe de raisin. Et donc, diplocoque en grammes plus. Voilà, c'est magnifique. Alors, un petit rappel, non pas un rappel pour vous, c'est un petit résumé, mais résumé. Essayez d'être curieux, c'est-à-dire ce qu'on vous dit, normalement, ça devrait réveiller votre attention et lisez par vous-même aussi. Vous ne pouvez pas retenir tout ce qu'on vous raconte là, c'est juste pas possible. Il y a des mémoires eidétiques, des mutants hypermnésiques, mais on va dire que vous êtes des gens normaux. Donc, l'intérêt ici, c'est qu'on éveille votre curiosité, vous voyez à peu près de quoi on parle, et après, vous avez ça comme support, parce que je pense que tout le monde va avoir accès à ces diapositives, et vous lisez par vous-même. C'est en lisant par vous-même et en apprenant par vous-même, dans le PILI, mais aussi ailleurs, que vous retiendrez des notions qui, encore une fois, vous serviront pour votre examen à court terme, à long terme, mais honnêtement, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Premier semestre, le premier jour, votre chef va aller en consulte, et vous devrez gérer une salle. Hein. Donc, vous devez intégrer ce qu'on vous dit là. Et donc, soyez curieux. Bref. Streptococcus pneumoniae, 25% des infections communautaires en France. Ça correspond à 100 000 pneumopathies par an. Ça touche particulièrement l'enfant et la personne âgée. Pathogénicité loco-régionale. On peut avoir les sinusites, des otites, des bronchites, des pneumonies. On peut avoir, ce dont on a parlé plusieurs fois tout à l'heure, des chocs septiques, des bactériémies, des méningites. On va parler de Prévenard ou pas? Non, pas là. Bon, ouais, j'ai envie de vous le dire quand même. Il y a une grande volonté quand même de prévenir les infections à pneumocoque. Donc actuellement, on donne bien entendu des antibiotiques aux patients qui ont des infections bactériennes causées par et l'agent causal, c'est Streptococcus pneumoniae. Mais ce qui a changé par rapport au moment où j'étais moi à votre place, c'est qu'on a un vaccin contre le pneumocoque. Vous le savez ou pas? Donc ça a été développé au cours des 10-15 dernières années, et maintenant c'est plutôt assez efficace. Un vaccin anti-pneumocoque, qu'on appelle le Prévenard, mais ça c'est faire de la pub. Et donc il y a la possibilité normalement de prévenir les infections graves à pneumocoque, avec un succès plus ou moins efficace. Donc le pneumocoque cible des polysaccharides à la surface de Streptococcus pneumoniae. Et ce qui se passe, c'est que c'est assez efficace pour donc empêcher les infections causées par les souches qui produisent l'antigène reconnu par le vaccin, ça c'est logique. Mais du coup, il y a un remplacement des pneumocoques, comme pour les antibiotiques, avec des souches qui deviennent mutantes et qui deviennent résistants. Il y a un remplacement des pneumocoques qui sont ciblés par le vaccin par d'autres pneumocoques. Donc, ce n'est pas aussi efficace qu'on aurait pu l'espérer, le vaccin anti-pneumocoque, parce que voilà, les bactéries, les virus aussi, hein, mais là on parle des bactéries, on parle des pneumocoques, s'adaptent aux différentes pressions de sélection. Là, c'est une pression de sélection causée par le vaccin et donc des anticorps anti-pneumocoques. Et donc, la cible antigénique n'est plus produite par Streptococcus pneumoniae. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais ce que vous retenez, c'est que la pression de sélection par les antibiotiques donne des mutations, et on se rend compte avec le pneumocoque que la pression de sélection induite par les anticorps, il y a aussi un échappement vaccinal et un remplacement des sérotypes qui sont ciblés par les vaccins actuellement. Et donc, on a des vaccins qui ciblent de plus en plus de sérotypes contre le pneumocoque. On avait d'abord 7 sérotypes, puis 13 sérotypes, et on augmente au fur et à mesure le nombre de sérotypes. Bon, c'est juste quelque chose, encore une fois, que vous aurez entendu une première fois, et il faut que ça rentre ce genre de message à un moment donné. C'est intéressant en bactériaux. Vous voyez, il y a des maladies pour lesquelles il y a un seul germe, hein, par exemple la rougeole, il y a un seul
types, enfin très peu de types, le vaccin marche sur tout. Tandis que pour les coqueluche aussi, le vaccin marche sur toutes les bactéries. Tandis que pour le pneumocoque, mais c'est pareil pour aussi les staphylocoques, quand on aura un vaccin, il y a plusieurs sérotypes. Pour le pneumocoque, il y a 90 sérotypes. Et il y en a plusieurs dizaines qui sont pathogènes chez l'homme. Donc si on veut avoir un vaccin efficace en ciblant le lipopolysaccharide, il faut mélanger tous ces sérotypes dans le vaccin. Or, pour l'instant, dans le vaccin Prevnar dont parle David, il n'y a que 13 sérotypes. Et si on prend le pneumo 23, il n'y a que 23 sérotypes. Donc, quand vous vaccinez tous les enfants, là, on fait une vaccination obligatoire de tous les enfants, ça fait disparaître ces sérotypes vaccinaux, ce qui est bien. Ça fait diminuer les infections à pneumocoque, mais progressivement, il y a des infections qui sont dues à d'autres sérotypes qui augmentent. Donc ça nous pose un problème. Ça montre que la stratégie vaccinale par le lipopolysaccharide, c'est pas la bonne. Il faudra trouver. Elle est bonne, mais c'est juste que c'est dur. Voilà, faudra trouver c'est mieux que ce qu'on connaisse quand même, Dominique. Si tu as une autre cible, on s'associe, on fait une start-up, on y va. Bon. Alors, le pneumocoque, diplocoque à gramme plus, anaérobie, aérotolérant. Ouais, vous l'aurez vu une fois pendant vos études, d'accord. Retenez plutôt qu'il est commensal de la flore rhinopharyngée, transmission interhumaine respiratoire, capsulée. Et ça, c'est pas anodin, hein, la capsule. C'est comme ça qu'on a quand même découvert. Et à un moment donné, ils feront des expériences, etc. de les souris qui sont tuées par le pneumocoque. Non, ils le font, ça. Bon, on peut pas te parler de tout, mais on pourrait parler de. Ouais, bref, on avance. C'est dommage. La sensibilité naturelle. Donc, c'est sensible au bêta-lactamine. Donc, on peut parfaitement traiter normalement le pneumocoque avec de la pénicilline G. Pénicilline G ou amoxicilline ou céphalosporine de 3e génération. En cas de résistance ou d'intolérance au bêta-lactamine, on peut traiter par des macrolides. Et on a développé des quinolones anti-pneumocoque, c'est la lévofloxacine. Il y a eu, au fur et à mesure des années, une augmentation de la prévalence des pneumocoques de sensibilité diminuée aux pénicillines. Et ça a des conséquences réelles, notamment dans le traitement des méningites. Jusqu'à où on peut entrer dans le détail, mais retenez quand même là, à ce stade, en 3e année, que le traitement de première intention des pneumocoques, ce sont les... Bon, déjà, on fera appel à leur mémoire à court terme. Il y a des traitements de première intention, c'est les bêta-lactamines. Il y a des niveaux de sensibilité diminués aux bêta-lactamines. Il y a des allergies. Et donc, il faut savoir les autres molécules aussi qui peuvent marcher. Donc, ici, mémoire à très très court terme. Mais, ouais, bon. Quelle antibiothérapie prescrivez-vous ? Il n'y a pas de S en antibiothérapie. Hein. QCM simple. Le 2, c'est amoxicilline plus acide clavulanique. Qui m'a répondu ça? Je crois que c'est toi, non? C'est toi? Ça sert à quoi l'acide clavulanique? Ça permet de stopper la dégradation de l'amoxicilline. Par quoi? Des enzymes? En inhibant la bêta-lactamase. Ouais. Et en théorie, c'est une très bonne idée, mais le pneumocoque ne résiste pas aux bêta-lactamines par la sécrétion d'une enzyme qu'on appelle bêta-lactamase. Il résiste par une modification de la cible qu'on appelle la PLP, la protéine liant les pénicillines. C'est facile, hein, PLP, protéine liant les pénicillines. Il chope les PLP des autres streptocoques de la gorge. Il y a des PLP qui se lient moins aux pénicillines. Ça forme une mosaïque entre des PLP du pneumocoque et des PLP des streptocoques alpha de la gorge. Et du coup, il y a une mauvaise lésion des bêta-lactamines. Et tu peux rajouter tout l'acide clavulanique du monde, ça ne changera rien. C'est une modification de la cible, pas une dégradation enzymatique. Donc, l'augmentin, ça ne sert à rien. Les macrolides, c'est souvent lorsqu'il y a une allergie aux bêta-lactamines. Et ici, on n'en a pas du tout parlé. Donc, dans 21% des cas. Non, il faut vous méfier pour l'antibiothérapie, comme l'a dit David, il y a des germes à sensibilité diminuée à la pénicilline, mais au niveau du poumon, il y a de telles doses d'amoxicilline que ça marche toujours. Hein. Donc, dans les pneumopathies à pneumocoque, avec de l'amoxicilline, ça marchera toujours. Les autres, c'est des alternatives. L'augmentin, ça ne sert à rien. La C3G, c'est pour les gens qui ont une allergie à la pénicilline. Ceftriaxone, numéro 3, c'est en cas d'allergie peu sévère. Hein. Et les macrolides, c'est vraiment en cas d'allergie sévère, parce que là, il y a des pneumocoques résistants aux macrolides. Donc, on ne les donne pas en première intention.
Parce que c'est pour ça que je t'ai parlé du mot mosaïque. C'est un mot-clé que tu l'entends au moins une fois. C'est pas un remplacement complet des protéines liant les pénicillines. D'accord? Tu as quand même une activité qui est vraiment préservée. Et quand on raisonne par les concentrations minimales inhibitrices, ce qu'on appelle les CMI, il y a une augmentation des CMI, certes, mais comme c'est des Dominiques, il y a une telle concentration dans le tissu de l'amoxicilline, il faudrait vraiment des cas qui se publient d'ailleurs dans ces cas-là pour qu'il y ait un échec. Donc, dans 99,9999% des cas, de l'amoxicilline 1 gramme par 3 x 3, et vous êtes plutôt bien. Hein. Voilà. Alors vous verrez que c'est pas pareil dans les méningites, hein, parce que pour passer la barrière hémato-encéphalique, c'est plus difficile. Donc les concentrations qu'on a dans le poumon ne sont pas du tout les mêmes que dans les méninges. Dans les méninges, vous allez avoir des concentrations d'antibiotiques divisées par 4. Donc là, on ne va jamais utiliser pour un pneumo à sensibilité diminuée de l'amoxicilline. Et le traitement de première intention des méningites à pneumo, il repose sur les C3G, pas sur l'amoxicilline. Mais si on traitait, là il y a 200 000 pneumopathies par an, toutes les pneumopathies par des C3G, on aurait des taux de résistance majeurs. Donc c'est important pour vous de savoir que des pneumopathies, même très sévères, chez des gens qui ont un pneumocoque prouvé, on reste à des antibiothérapies simples et ciblées. C'est très important. Voilà, donc en l'absence de documentation microbiologique, si vous n'aviez pas eu ce test rapide, là, on est quand même devant un patient qu'il faut traiter rapidement parce que le risque de décès est important. Donc, qu'est-ce que vous auriez donné? Je vous rappelle que vous aviez ciblé plutôt dans nos questions pneumocoque et légionnelle. Là, c'est multiple. Hein. Il n'y a toujours pas de S, mais c'est multiple. Est-ce qu'il y avait encore d'autres germes? Parce qu'on vous avait posé des questions pneumocoque, légionnelle. Est-ce que vous voyez d'autres germes qui auraient pu être en cause chez ce patient tabagique, alcoolique, avec sa cirrhose qui fait une pneumopathie? Oui, il y a un autre germe qui est un bacille gram négatif qui s'appelle Haemophilus influenzae, qui est aussi un commensal des voies respiratoires. C'est un bacille gram négatif qui n'est pas une entérobactérie et qui, comme pas mal de bacilles gram négatifs, sécrète des bêta-lactamases. Donc, pour taper sur ce germe, il touche souvent des gens avec des comorbidités. Donc, pour taper sur ce germe, il faut utiliser de l'amoxicilline acide clavulanique ou une C3G. Voilà, donc en l'absence de documentation bactériologique, vous auriez pu faire soit amoxicilline seule, c'est pas une connerie, puis voir ce que ça donne au bout de 24-48 heures, soit amoxicilline acide clavulanique et vous auriez été actif sur Haemophilus, soit une C3G, vous auriez aussi été actif sur Haemophilus, soit vous auriez ajouté un macrolide, hein, si vous êtes très inquiet, que vous vous dites je veux absolument aussi taper sur le légionnel, et vous auriez pu faire les deux premiers plus macrolide. Alors, je vous rappelle maintenant l'attitude selon la situation. Donc, ça, c'est des recommandations de l'HAS hein, que vous allez retrouver sur le site que je vous ai remis en tableau pour simplifier. Donc, le traitement des pneumopathies communautaires, aiguës communautaires, ça dépend du terrain. On a le sujet sain, pneumopathie non sévère, qu'on peut traiter en ambulatoire. Il faut toujours suspecter en premier le pneumocoque. En particulier quand on a un tableau de PFLA chez une personne de plus de 40 ans avec une opacité systématisée. Et le traitement de première intention, c'est amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour, par voie orale ou par voie IV. Au bout de 48 heures, on regarde si ça marche. Si ça marche, on continue. Si on a un échec, soit on peut switcher, c'est-à-dire on remplace l'amoxicilline par un macrolide en se disant finalement c'est peut-être une pneumopathie atypique, je me suis trompée. Soit on utilise un antibiotique qui marche sur le pneumocoque et sur les atypiques. Donc, par exemple, une quinolone, antipneumococcique, la pristiniamycine, qui est proche des macrolides, qui agit sur le pneumocoque, ou la télitromycine. Non, c'est en cas d'échec. Bon, c'est les recommandations. Ah bon, la télétrom même au même niveau que la lévo? Non, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ouais. Ou la télitromycine. Mais la télitromycine, on a tendance à ne pas l'utiliser trop parce que c'est un antibiotique qui est toxique, hein, qui peut donner une toxicité hépatique et cardiaque. Si vous êtes devant un tableau de pneumopathie interstitielle,
notamment si c'est un jeune, début progressif, contexte épidémique. Vous allez voir, ça va être un des cas qu'on va voir tout à l'heure. À ce moment-là, on traite plutôt par des macrolides. Mais on peut se tromper, ça peut être une pneumopathie à pneumocoque qui débute. Donc, au bout de 48 heures, et ça, c'est vraiment le message dans les pneumopathies, c'est de revoir les patients à 48-72 heures. Soit vous changez contre amoxicilline, soit vous élargissez à lévofloxacine ou pristinamycine. Si vous avez un doute entre pneumocoque et bactéries atypiques, c'est toujours le pneumocoque qu'il faut considérer parce que c'est lui qui va faire mourir. On ne va pas mourir d'une infection à mycoplasme. Donc, on traite d'abord le pneumocoque et on revoit le patient à 48 heures. Si le patient ne s'améliore pas ou s'aggrave, il est hospitalisé. Donc ça, c'est la conduite à tenir pour les pneumopathies non sévères en ville. Pour les pneumopathies avec comorbidité, ces patients-là peuvent avoir le pneumocoque, mais ils peuvent aussi avoir Haemophilus influenzae, comme on l'a dit. Donc chez les patients qui sont non sévères, en ville, mais qui ont des comorbidités, on va prendre en compte ce risque d'Haemophilus influenzae. Et le traitement de première intention, ça va être amoxicilline, acide clavulanique, 1 g x 3, ou lévofloxacine ou ceftriaxone. Mais on privilégie, si possible, le traitement amoxicilline, acide clavulanique, le spectre est plus étroit. Si ça ne marche pas, au bout de 48 heures, hospitalisation. Pour les pneumopathies, des sujets ayant des comorbidités hospitalisés. Donc, tous ces tableaux, c'est un peu rasoir, mais il faut bien les comprendre. C'est comme ça que vous allez pouvoir les mémoriser. Donc là, on est chez notre patient, puisqu'il a des comorbidités, il est hospitalisé. Il a une suspicion de pneumocoque, fortement prouvée ou fortement suspectée. C'est amoxicilline en première intention, avec réévaluation à 48 heures. Si on n'a pas d'argument fort en faveur du pneumocoque, c'est amoxicilline. Donc ça pourrait être notre patient s'il n'avait pas eu cet antigène rapide, antigène urinaire. C'est amoxicilline acide clavulanique, ou ceftaxime, ou ceftriaxone, ou une quinolone antipneumococcique. Et au bout de 48 heures, on associe à un macrolide ou on substitue par une fluoroquinolone si ça ne marche pas. Chez un sujet jeune, on reste, même s'il n'y a pas énormément d'arguments pour un pneumocoque, sur amoxicilline. Quatrième tableau, qu'on ne va pas voir, mais qui est important, c'est le patient qui a des signes de gravité qui arrive en réanimation. Donc, on sait que tout retard est délétère. Dès qu'on retarde l'antibiothérapie de 4 heures, le risque de mortalité augmente. Donc, à ce moment-là, vous verrez assez souvent en réanimation les réanimateurs faire des prélèvements. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas des prélèvements de salive, c'est des prélèvements souvent bronchiques ou un lavage broncho-alvéolaire. Et tout de suite, débuter une antibiothérapie large qui agit sur le pneumocoque, l'hémophilus, les légionnaires, voire d'autres atypiques. Et donc là, c'est justifié de donner une C3G et une antibiothérapie qui agit sur les atypiques, macrolide ou lévofloxacine. Alors, c'est dans ce contexte, il y a quelqu'un a dit tout à l'heure, je vais faire une PCR. Dans ce contexte, il y a de nouveaux tests qui vont arriver, mais on ne voit pas encore quelle est leur place. C'est les PCR multiplex. Donc, c'est des petits appareils, vous voyez, qui, sur un prélèvement profond, vont vous faire toute une liste de pathogènes. Ça va aller du pneumocoque jusqu'aux adénovirus, en passant par Coxiella burnetii, la grippe, etc. Donc, ça, c'est intéressant dans ces contextes d'urgence, mais ça peut être perturbant dans des contextes non urgents parce que vous allez trouver des germes, vous ne savez pas quelle est la quantité, vous ne savez pas s'il faut les traiter. C'est exactement ça. Non, je suis d'accord avec Dominique. C'est PCR multiplex. Donc, forcément, à Paris 5, vous savez ce que c'est une PCR. Donc, multiplex, c'est qui cible plusieurs amplicons en même temps. On identifie plusieurs choses en même temps. Quand c'est un milieu stérile, comme le liquide céphalorachidien, ça a un apport clinique réel, très fort. Ça aide très fortement tout le monde de pouvoir rapidement détecter en PCR multiplex plusieurs agents pathogènes, qu'ils soient fongiques, virologiques ou bactériologiques. Herpès, par exemple. Ah ouais, non. Donc le Filmaret, c'est un nom commercial, donc on ne va pas le dire, mais si je l'ai déjà dit. Les PCR multiplex qui permettent de détecter tout un panel, une approche syndromique. On a une méningite, on recherche quel que soit l'agent pathogène, les agents pathogènes les plus fréquemment retrouvés par une PCR multiplex. Quand le milieu est stérile et donc la présence d'un germe en soi est un problème, c'est facile à interpréter.
Dans le poumon, où il faut une quantification pour savoir si l'agent pathogène retrouvé est vraiment pathogène ou n'est pas juste un commensal qui passe dans le coin. Je redis ce que tu as dit, hein, on cherche la place, on a les outils pour le faire, et c'est commercialisé, et des laboratoires le font, y compris des CHU parisiens qui le font. Mais pas tous les laboratoires le font, parce qu'il y a encore un vrai débat. Une fois qu'on a ce résultat, comment on l'intègre dans la prise en charge du patient? Est-ce qu'on vous en a parlé dans les autres cours des films arrêts, PCR multiplex? C'est un peu spécialisé là. Ouais, c'est nouveau, mais on sent, nous les cliniciens, vous voyez que ça va se développer énormément. Et il faudra vraiment que le clinicien puisse interpréter les résultats. Et si on trouve un coronavirus dans tel organe, ça ne veut pas du tout dire que c'est lui qui est... on arrête la MOX. Oui, c'est ça. Parce qu'on arrête la MOX, exact. Hein. Alors, on continue encore ce cas clinique. Bon, si vous aviez demandé un scanner ou une radio de thorax après son arrivée et que vous aviez vu ces résultats, comment vous auriez été interprété? Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que cette radio et ce scanner sont normaux? Est-ce que la radio est pareil que tout à l'heure? Non? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Pardon. Qu'est-ce que vous voyez là? Donc, qu'est-ce que c'est à droite? Le scanner, c'est une radio à droite ou un scanner? À gauche, c'est la radio, à droite, un scanner. D'accord. Hein, donc, un scanner, vous avez le dos en bas et le sternum en haut. Hein. C'est une coupe sagittale. Qu'est-ce qu'on voit? C'est hyper dense. Bon, là, il y a... C'est au poumon droit. Oui, poumon droit. On voit qu'il y a Il y a des opacités là, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit ici et qu'est-ce qu'on voit là? Est-ce que vous voyez... Qu'est-ce que tu vois? Voilà, on a un comblement ici du cul-de-sac pleural. On ne le voit pas. Hein, donc, vous avez un gros doute sur un épanchement pleural. Et puis, ça remonte comme ça, le long de la paroi pleurale. Hein, donc, ça, c'est assez évocateur d'un épanchement pleural. Et si vous faites le scanner, bien sûr, l'épanchement tombe au fond. Hein, donc, c'est déclive. Donc, on revoit ici l'épanchement pleural. Donc, vous avez la pneumopathie au-dessus. Vous voyez qu'elle est alvéolaire parce qu'il y a un bronchogramme aérien. Mais vous avez cet épanchement pleural et il y en a un de l'autre côté. Donc là, vous êtes... Comblement des cul-de-sac pleuraux, ça doit être fer rouge. Il faut que vous le reteniez. Je ne sais pas si vous le reverrez à un moment donné plus tard au cours des études, mais si c'est la seule fois, vous ne pouvez pas ne pas savoir immédiatement si le radiologue vous dit qu'il y a un comblement des cul-de-sac pleuraux, l'interpréter et quelle est la prise en charge après. Hein. Si dans un QCM ou dans un dossier ou n'importe quoi, vous voyez comblement des cul-de-sac pleuraux, vous devez le savoir ce que c'est. Donc maintenant, vous le voyez, mais comprenez aussi la physiopathe. Épanchement pleural égale comblement des cul-de-sac pleuraux. Ça, c'est à savoir. Hein. Il n'y a pas d'humour là-dedans. Donc, vous avez une pneumonie avec un épanchement pleural ou une pleurésie. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, ce n'est pas évident pour vous, donc je vous fais des propositions tout de suite. Soit vous vous dites, bon, je ne modifie pas les antibiotiques, après tout, il a une pneumonie plus une pleurésie, ça va marcher. Tout ça, c'est dû au pneumocoque. Soit vous vous dites, non, c'est insuffisant, je vais mettre 2 antibiotiques, ça sera plus efficace, je vais ajouter un macrolide. Soit vous dites, je vais drainer, ou déjà faire une ponction, et puis faire un drainage pour enlever cet épanchement. Soit vous voulez mettre des antibiotiques en intrapleural, hein, c'est vrai que ça ne pénètre pas très bien les antibiotiques par la bouche, donc pourquoi pas. Soit vous faites, ou par la suite, une kinésie pleurale. Drainage et kinésithérapie. D'accord. Bon, sans modifier les antibiotiques. 3, drainage et 4. Non, 4? Quelqu'un fait l'antibiothérapie intrapleurale? Non, ça c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas facile la pleurésie purulente. C'est pas facile et jusqu'à présent, il n'y avait pas de conférence de consensus. Là, depuis l'année dernière, il y a eu une conférence de consensus de la Société de pathologie infectieuse que vous pouvez retrouver. Hein. Donc, les questions à se poser, c'est quand on a un épanchement pleural, est-ce qu'il faut ponctionner à visée diagnostique, oui ou non? Hein? En général, c'est oui, sauf si la cause est évidente. Et c'est pas rare, en fait, dans les pneumonies à pneumocoque, qu'on ait un petit épanchement. Donc, si c'est un épanchement mineur du côté de la pneumonie, qui n'est pas gênant pour le malade du point de vue respiratoire, ce n'est pas indispensable de le ponctionner. Sinon, il faut le ponctionner.
Et la question à se poser, la deuxième, c'est est-ce que c'est un exsudat ou un transsudat? Si c'est un transsudat, c'est plutôt dû à des phénomènes biomécaniques. Ça va être par exemple une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou quelque chose comme ça. Si c'est un exsudat, c'est inflammatoire. Et la définition d'un exsudat, c'est quand on a des protéines supérieures à 30 grammes par litre, qu'on a d'une cellularité ou un liquide trouble ou purulent. Donc là, on va chercher une infection, une cause inflammatoire, un cancer, quelque chose comme ça. Donc, il faut toujours associer l'examen bactériologique à un examen cytologique pour voir quelles sont ces cellules. Ensuite, est-ce qu'il faut drainer? Donc, drainage, c'est quand même assez compliqué. Ce n'est pas juste une ponction. C'est un geste important. Donc, on ne draine pas tous les épanchements, mais dès que le volume est important, si le liquide est purulent pour éviter ensuite des symphyses ou s'il y a un échec de l'antibiothérapie, il faut drainer. Et puis, comment traiter de première intention, c'est toujours aussi la question quand on a une pleurésie purulente. Donc, il faut toujours cibler le pneumocoque et les anaérobies. Donc, si vous avez un pneumocoque prouvé, ce n'est pas la peine d'aller élargir, on reste à amoxicilline. Mais si on n'a pas de germe, il faut élargir l'antibiothérapie à amoxicilline et acide clavulanique. Donc, rappelez-vous toujours de résoudre ces différentes questions devant une pleurésie purulente. On ne va pas faire beaucoup plus aujourd'hui, parce que c'est un chapitre que vous allez revoir en détail. Donc là, les questions, c'était, on ne modifie pas l'antibiothérapie. Vous pouvez faire une ponction si vous voulez, pour vérifier que ce n'est pas un transsudat, mais enfin, ce patient n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque ou hépatique majeure, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas non plus de protéinurie ou d'hypoalbuminémie. Vous ne changez pas l'antibiothérapie et par contre, il faut prévoir une kinésithérapie pleurale par la suite pour éviter des symphyses pleurales. Et il faut surveiller le patient. Si l'épanchement pleural ne régresse pas, au bout de 72 heures, il faudra le ponctionner. Oui, question? Parce que c'est minime, en fait. Vous, ça vous paraît important sur la radio, mais c'est minime. C'est juste une lame d'épanchement. C'est une grosse pleurésie. Bien sûr, il faut la drainer. Et à partir du moment où il y a un impact, une dyspnée, une hypoxie, Ce n'est pas un gaz du sang, ce n'est pas du tout un geste simple. Il peut y avoir des complications mécaniques, il peut y avoir... des pneumothorax, vous voyez Non, ce n'est pas un geste simple. Alors, donc, au bout de 48 heures, le patient va mieux. Il est apyrétique. Quelle est votre durée de traitement? Alors, 3 jours. Est-ce qu'on traite des fois 3 jours, 7 jours, 10 jours, 14 jours? 14 jours, non. 7 jours, c'est bien. 7 jours. Donc maintenant, les pneumopathies, c'est 7 à 10 jours. Et il vaut mieux que vous vous disiez 7 jours. Parce que le pneumocoque, c'est un germe très sensible. Donc vous avez vu, c'est si le patient va bien. Si le patient va bien, il y a même un essai thérapeutique qui est sorti l'an dernier, qui a comparé 3 jours à 7 jours. Donc, pour les patients qui allaient bien au bout de 48 heures, et en fait, quand on traite 3 jours, ça va aussi. Mais ça, c'est vraiment pour les patients qui... Le patient de ville bien. sans complications, enfin, voilà. C'est pas ce dossier-là. Mais 3 jours peut marcher en ville, voilà. Oui. Mais rappelez-vous, les recos, c'est 7 à 10 jours. Donc, nous, on vous dit 7 jours. Et la Société de pathologie infectieuse, on est vraiment pour plus 7 jours pour éviter l'émergence de résistance. Alors, quelles mesures de prévention... Est-ce que vous pensez que, comme il a fait cette infection à pneumocoque, au moins, il n'en fera plus? Excellente question. Pourquoi? Puisqu'il en a déjà fait une. D'accord. Mais il n'est pas protégé par les anticorps, tout ça? Oui. Ouais, voilà, bonne réponse. Parfait. Donc, il faut faire des mesures préventives. Donc, lesquelles vous paraissent intéressantes, là? Est-ce qu'il faut donner des bronchodilatateurs pour qu'il respire mieux? Vaccination contre le pneumocoque, la grippe, arrêt du tabac et de l'alcool. Que 4-5? Non. Il faut, sauf les bronchodilatateurs, parce qu'il y a toujours une question un peu piège. Donc, vaccination contre le pneumocoque, sûrement. Quand on vous a bien expliqué qu'il y avait plusieurs sérotypes, il peut très bien la refaire. Il va en refaire, d'ailleurs. Contre la grippe, sûrement, parce que c'est des gens qui font la grippe. Et quand ils ont une bronchite grippale, le pneumocoque qui est colonisateur dans la gorge va s'installer, faire une pneumonie. Arrêt du tabac, c'est indispensable. Et de l'alcool aussi. Mais bon, vous n'aurez jamais vraiment tort en mettant arrêt du tabac et de l'alcool en médecine.
Voilà, arrêt de l'alcool. Donc, sachez que les patients qui ont une cirrhose, c'est un gros facteur de risque du pneumocoque. Voilà pour cette question. Allez, on passe au cas 3. Sympa le cas clinique quand même, non? 80 slides, 16 questions. Alors, sujet de 65 ans consulte son médecin généraliste pour une dyspnée et une fièvre, non plus le coup de poignard, mais d'apparition progressive depuis 10 jours. Vous le suivez régulièrement pour une hémopathie, actuellement non traitée. À l'interrogatoire, vous retrouvez la notion d'un retour récent d'un centre de balnéothérapie, la notion de céphalée, de myalgie et plus récemment de diarrhée. Vous avez le diagnostic là déjà, non? Je sais. C'est quand même très classique, hein. On n'est pas méchant. L'examen clinique. Le patient est discrètement désorienté sans syndrome méningé. On note une fièvre à 40,5, contrastant avec une fréquence cardiaque normale à 85. Tension artérielle 145-90. L'auscultation pulmonaire retrouve la présence de crépitants prédominants à la base gauche. Le bilan biologique retrouve une hyperleucocytose à 12 000 et une hyponatrémie à 130. Toujours pas de diagnostic? Bon. Vous prescrivez une radio de thorax. OK. Compte tenu du tableau clinique, quel est le germe le plus probablement en cause? C'est pas mal déjà, je trouve. Ok, donc là, vous allez réfléchir là-dessus par rapport à la pneumopathie, à pneumocoque, quelles sont les différences? Ouais, bon, d'accord. C'est bien. Mais il faut déjà être à l'hôpital. Hein. Ouais, d'accord. Mais c'est très bien. Ouais, très bien. bon, C'est ouais. un signe. La Oui, diarrhée. je suis d'accord. Signe digestif. Là, Ouais. donc, c'est une Extrapulmonaire. pneumopathie avec des signes extrapulmonaires que tu as bien repérés. Il y en a d'autres encore. Céphalée. D'accord. Désorienté. Donc signe neurologique, signe digestif, hyponatrémie. Donc, En plus, il vient d'un endroit qui s'appelle une balnéothérapie où il y a des os. et puis, autre différence. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans l'amibia, quoi? Les genêts. Autre différence par rapport à la pneumopathie à pneumocoque. Il y a d'autres différences dans cet ulcère. Non. Mais initialement, il vient parce qu'il a eu un coup de poignard ou pas? Début progressif. Ouais. Encore. On vous a tout mis alors. Il suffit de lire et vous allez voir. Ouais. D'accord, vous avez la diarrhée. Et elle a dit signe digestif, ils ont dit. Diarrhée. Et cliniquement, là, pour vous dire, à l'examen clinique, qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à tout à l'heure? Est-ce Ouais. Et puis surtout le pouls. tu ne trouves pas qu'il y a une association surtout entre la fièvre et le pouls plutôt qu'entre le pouls et la tension? Tu as une fièvre à 40,5, tu t'attends à avoir un pouls parfait, nickel. D'accord. Donc ici, on a une pneumopathie progressive chez un patient qui a des facteurs de risque, puisqu'il revient d'un centre de balnéothérapie, qui a une fièvre élevée et un pouls bas, et qui a beaucoup de signes extrapulmonaires. Digestif et neurologique. Digestif, neurologique. C'est trop facile. Je sais pas pourquoi on a vraiment ça. Bon, on n'en parle pas. Vous voyez, ça prédomine. C'est bizarre, c'est à gauche ou à droite? Oui, à gauche. C'est une pneumopathie qui prédomine à gauche, qui est plutôt alvéolaire, mais avec aussi un foyer à droite, ici. Il n'y a pas d'épanchement pleural. Bon, bref, il y a une pneumopathie. Ça tombe bien. Compte tenu du tableau clinique, maintenant que vous avez tout en tête, quel est le germe le plus probablement en cause? Le ou les. Hein. C'était assez caractéristique pour vous? Alors, ça, il ne faut jamais dire juste les... Oui, c'est vrai. Là, c'est Legionella pneumocula, mais après, il faut toujours garder en mémoire que ça peut être aussi un pneumocoque. Hein. Ouais, donc. Quel examen complémentaire est le plus rapide pour faire le diagnostic de légionellose? Je vous écoute. Un grand... C'est mémoire à très très court terme. Vous n'avez pas de Korsakoff, vous ne sortez pas de boîte. Donc, quel est l'examen complémentaire le plus rapide pour faire le diagnostic de légionellose? La sérologie bactérienne, la culture bactérienne, le CBC avec la PCR ou l'antigélèbe soluble urinaire? Waouh! Là, la sucette, elle est verte, elle est plus bleue. Mais c'est le même principe. Hein. Donc, un mot sur la légionelle, on ne va pas trop insister parce qu'ils vont avoir un cours spécial légionellose. Hein. Donc, découvert parce que des vétérans américains
ont commencé à mourir après une réunion en Amérique. Ils aiment beaucoup se réunir entre les Américains. Ah, il y a 20 ans, on était ensemble à la guerre. Bref. Retour d'un congrès, ils commençaient tous à être très très mal, voire à mourir. Et quand ils ont fait une étude épidémiologique, ils sont tombés sur Legionella pneumophila, qui a donc un bacille gram négatif. Vous voyez, c'est une forme bacillaire. C'est pas les Streptococcus pneumoniae et les diplocoques de tout à l'heure. C'est un germe environnemental. Il y a de nombreuses sous-espèces dans les Legionella pneumophila. Retenez que dans 95%, chez l'homme, l'agent pathogène, c'est Legionella pneumophila du sérogroupe 1. Comme ça, voilà. Ça se trouve, il y aura des cartes de points sur le mot sérogroupe 1. Mais quand même, il y a de nombreuses espèces différentes, de nombreux sous-types différents. Et les Legionella pneumophila de type 1, c'est celle qu'on va rechercher au laboratoire et c'est celle dont on va vous donner le résultat. Si c'est un autre type de Legionella, on finira par trouver le résultat, mais ça va être plus compliqué. Il y a une résistance naturelle aux bêta-lactamines. Rappelez-vous que dans le cas clinique très long sur les pneumopathies à pneumocoque, comme on n'avait pas encore de diagnostic microbiologique, dans la deuxième partie du cas clinique, on rajoutait à la MOX ou des fluoroquinolones ou des macrolides. Donc, sensibilité aux antibiotiques à bonne diffusion intracellulaire. Donc, macrolides, fluoroquinolones, en deuxième intention, cycline, rifampicine. Déclaration obligatoire car peut provoquer des épidémies. Et il faut retrouver toujours la source. Quand j'ai commencé mon internat, la HEGP venait d'ouvrir, était en train d'ouvrir. Et il y a eu des gros soucis d'épidémie de légionellose à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler à l'époque ou pas, mais vous étiez né quand même. Donc, quel traitement prescrivez-vous? Forme non grave, monothérapie par macrolide. Forme grave, c'est l'AREA. On passe le plus souvent au fluoroquinolone. Et on peut faire des associations pour essayer de se donner les meilleures chances pour traiter le patient. Durée de traitement pour les formes non graves, cette fois-ci, on n'est pas à 7 à 10 jours, c'est plutôt 1 ou 2 semaines. Donc, on peut monter à 14 jours. Et si c'est une forme grave, on peut aller jusqu'à 21 jours. D'accord? À retenir quand même le tableau de la Légionelle. Hein. Pneumopathie atypique avec signe digestif, signe neurologique. Il faut penser à la Légionelle, ça tue. C'est aussi bête que ça, il faut le retenir. Alors, ouais. Je l'ai lancé. Vas-y. Donc, quatrième cas clinique. Le 1er juin, vous recevez Antoine, 24 ans, qui présente un syndrome respiratoire fébrile ayant résisté à 2 traitements antibiotiques successifs. Il est étudiant ingénieur, n'a pas d'antécédent particulier, ses vaccinations sont à jour. La maladie a débuté il y a 10 jours par une pharyngite puis une toux fébrile à 38,8, non productive. Une antibiothérapie par amoxicilline acylclavulanique 500 mg 3 fois par jour pendant 4 jours, puis céphalodoxime proxétyl 2100 mg 2 fois par jour pendant 4 jours, sans effet. Il est inquiet car 3 cas semblables sont survenus dans sa résidence universitaire ce dernier mois. Et il craint une tuberculose. Il n'est pas en médecine. Il vient vous consulter avec un cliché thoracique qu'il a fait réaliser la veille. Alors, à l'examen clinique, vous avez une température élevée, 38,8, une fréquence cardiaque 98. Il a des céphalées, des frissons, une toux persistante, des myalgies, des jambes, du dos. Il dit qu'il est très fatigué, mais il a quand même bonne mine. L'état général est conservé. Et à l'auscultation, vous avez des râles bronchiques diffus, sans foyer, la nuque est souple. Alors, vous lui faites une radio, vous lui dites d'aller faire une radio, et vous avez cette radio. Alors, déjà, cliniquement, pareil, hein, vous posez-vous la question, par rapport aux 2 tableaux qu'on a vus précédemment, quelles sont les différences? Oui, donc si on regarde, toi, tu aimes bien la biologie, hein, tu vois tout de suite la biologie, la radio, les examens complémentaires. Hein, très réactive sur les examens complémentaires. Mais c'est bien, hein, non, c'est juste... Attends, je ne voulais pas tout de suite. Oui, qu'est-ce que tu vois à la radio, alors? Non, pas vraiment. Là ? Non. Ici, c'est... Non, ici, c'est le il, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a plutôt quelque chose à droite, à gauche, des 2 côtés? Plutôt à gauche, voilà, plutôt à gauche et à droite.
Donc il y a des opacités qui partent des îles, qui sont ilifuges, réticulo-nodulaires. Hein, et à droite, nettement moins. Voilà, ici comme ça, avec donc c'est réticulaire. Et aussi, il y a des petits nodules comme ça. Il n'y a pas de syndrome alvéolaire vraiment. Et puis, il n'y a pas d'atteinte des cul-de-sac pleuraux, bien sûr. Hein, il n'y a pas d'image de comblement alvéolaire. Alors, si on reste juste à la clinique, qu'est-ce que vous remarquez à la clinique par rapport aux autres cas précédents? Je vous remets le cas. La température n'est pas si élevée. Ouais, bon, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de douleur unilatérale, d'accord? Oui, ça on a déjà dit. Mais la fièvre, si vous voulez, l'intensité de la fièvre, ce n'est pas un bon critère, hein, sauf si c'est supérieur à 40, 41, ou s'il y a une hypothermie en dessous de 36. Ça doit vous inquiéter. Mais sinon, entre 37,5 et 40, on ne peut pas dire grand-chose. D'accord. Il a eu quoi comme traitement? Donc, il a eu amoxicilline, acide clavulanique. Et céphaloxime-acétyl, c'est quoi ça? C'est une bêta-lactamine déjà ou pas? C'est une C3G orale. Hein, on n'aime pas trop donner pour des petites infections pulmonaires. Mais bon, le médecin traitant lui a donné ça. C'était vraiment large, hein, s'il n'était pas dans les recommandations, parce qu'il a eu augmentin alors qu'il n'a pas de comorbidité. Ensuite, une C3G orale. Donc, ça élimine quoi que ça n'ait pas marché? Oui, ça élimine le pneumocoque et l'hémophilus. Ça, vous êtes sûr que ce n'est pas ça. Donc alors, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Ces vaccinations sont à jour, ça n'a pas l'air d'être la coqueluche. Tuberculose, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu 3 cas dans l'entourage. Bon, pas trop la tuberculose parce qu'il est bien portant. Vous ne l'avez pas fait encore le cours tuberculose? Non. Non, il est bien portant. Tuberculose, ça évolue sur plus longtemps. Il y a un amaigrissement, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ce germe qui pourrait passer d'un patient à l'autre dans une résidence universitaire, toucher des jeunes en pleine santé et ne pas être le pneumocoque? Donc, je crois que c'est la suivante. Donc, en pratique, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Là, on en a beaucoup parlé. Donc là, si je les mets par écrit. Bronchite aiguë, oui ou non? Pneumonie franche-lobaire aiguë, oui ou non? Pneumonie à germe atypique? Grippe? Alors, grippe, ça serait fini. Parce que là, la bronchite aiguë et la grippe, là, vous êtes... Et puis, on est en juin. Hein, 1er juin, on vous a mis la date du 1er juin, c'est pas du tout la période de la grippe. Non. On est plutôt vraiment dans les pneumonies à germe atypique, là. Hein. Donc, on reprend donc ce qu'on vient de dire, hein, examen clinique présent en faveur des germes atypiques, début progressif, le contexte épidémique, l'échec du traitement par bêta-lactamine, les signes extra-respiratoires, toux sèche, peu productive, la radiothorax et le contexte de pharyngite. Voilà, donc les pneumonies à germe atypique, on les différencie des pneumonies alvéolaires, hein, dues à des bactéries qui donnent pyogènes, parce que ça débute de façon progressive. Il y a un contexte épidémique, il y a des poussées épidémiques comme ça, c'est transmis par voie respiratoire, c'est en général dû à Mycoplasma pneumoniae, mais David va vous dire qu'il y a d'autres germes éventuellement. Le traitement par bêta-lactamine ne marche pas parce que ce germe n'a pas de paroi. Ça donne aussi des signes extra-respiratoires, souvent des signes ORL. Ça commence par une pharyngite. Il y a un portage pharyngé, d'ailleurs, avant le début de la maladie pulmonaire, et des signes extra-pulmonaires, mais qui sont beaucoup plus discrets que pour la légionelle. Hein. C'est des myalgies, quelquefois un rash cutané. On peut avoir aussi des agglutinines irrégulières hein, qui peuvent donner des purpura, une anémie, pardon. La toux, elle est peu productive. Hein, et la radio de thorax, elle donne, comme vous l'avez vu, des opacités interstitielles unies ou bilatérales. Hein. Là, l'auscultation montrait des râles bilatéraux. Tu continues? Donc, si on regarde les causes microbiologiques responsables de pneumonie communautaire interstitielle,
Donc mycoplasme pneumoniae, c'est quand même 50% des pneumonies dans les collectivités chez les adultes jeunes et 10 à 30% des pneumonies communautaires hospitalisées. Deuxième cause de pneumonie en contexte de saisonnier épidémique, c'est la grippe, hein, bien sûr. Troisième cause, chlamydia pneumoniae, qui représente 5% des pneumonies communautaires, 10 à 15% des pneumonies atypiques. Legionella pneumophila, ça peut tout donner la Legionelle. Hein. C'est vraiment, c'est pas la syphilis, mais presque. Hein. Ça peut donner beaucoup de tableaux différents. La syphilis, je dis ça parce que c'est la syphilis, on a mal à la hanche, on a une douleur cérébrale, tout peut donner. Enfin, on ne peut pas faire un diagnostic quasiment clinique de la syphilis. Mais la Legionelle, c'est pas aussi pléomorphique que la syphilis, mais c'est quand même pas mal. Hein. Donc, peuvent être responsables de pneumonie interstitielle, mais plus souvent, on a un contexte de sujet fragilisé. Hémophilus influenzae, il faut rechercher des pathologies associées. Et Coxiella burnetii, c'est rare, transmission respiratoire par le bétail, le fumier, l'ingestion de laitage cru. Donc si on fait un peu de bactériologie pure là, et il faut savoir un tout petit peu quand même de bactériologie pour comprendre l'infectiologie. Donc il faut que vous ayez un minimum de background en bactériologie acquis au moment de vos études, et là c'est le moment. Donc chlamydia et mycoplasme font partie des germes qui sont difficilement cultivables au laboratoire. Généralement, on récupère un écouvillon, on le met sur une gélose, où il y a peu d'éléments nutritifs, et ça pousse. C'est magnifique. Chlamydia mycoplasme et mycoplasme pneumoniae, enfin, mycoplasme pneumoniae et chlamydia pneumoniae ne pousseront pas sur une gélose classique. D'où l'intérêt de la PCR et l'intérêt de la sérologie. Je vous ai mis ici quelques photos. Le côté intracellulaire de chlamydia pneumoniae et mycoplasme qui n'a pas de paroi bactérienne. Du coup, comme c'est intracellulaire, les bêta-lactamines ne vont pas pouvoir toucher, ou s'il n'y a pas de paroi, les bêta-lactamines n'ont plus de cible. Donc les bêta-lactamines ne marcheront pas sur les principales causes de pneumonie atypique. Et si on reprend la légionelle, ça ne marche pas non plus. Donc dès qu'on a une pneumopathie atypique, dès qu'on n'est plus dans le cadre classique du pneumocoque, les bêta-lactamines ont très très peu de chances de succès. Donc il faut aller en première intention sur les cyclines, sur les macrolides, je ne sais pas pourquoi on a mis cyclines en premier, sur les macrolides. Ouais, je ne sais plus vraiment voir les cyclines en ville. Donc macrolides, cyclines en première intention, et seulement deuxième intention, les fluoroquinolones, qui certes marchent sur ces germes, mais qui ont quand même un effet plus large et qui ne sont pas en première intention. Quels sont les examens complémentaires utiles au diagnostic d'infection mycoplasme pneumoniae? Parmi ce que je viens de vous montrer. Le plus utile, parce que je dis le mot sérologie tout à l'heure. Donc, le plus utile. Non, il faut quand même... la PCR, retenez la PCR. La PCR, ça prend de plus en plus de place en médecine. Et là, chlamydia et mycoplasme, ouais, quand même, la PCR, enfin mycoplasme pneumoniae, la PCR, oui. Donc ici, s'il faut en retenir un, c'est la PCR. Et voilà. Traitement de... Ouais. Si vous n'avez pas le diagnostic de mycoplasme, vous allez traiter large. Vous allez dire, oui, c'est peut-être un mycoplasme, mais c'est peut-être aussi un pneumocoque. Donc vous avez tendance à donner une antibiothérapie trop large. Donc la PCR, ça se fait sur crachat. Le patient va au labo, vous avez le résultat dans 48 heures. Ça vous permet quand même de mettre un macrolide ou une cycline pour peu de jours. Donc c'est intéressant. La sérologie, est-ce que c'est intéressant? Sérologie mycoplasme. C'est quand même quelqu'un qui a une sérologie mycoplasme, qu'est-ce que vous... Positive. Vous avez appris la sérologie, IgM, IgG dans les infections, ou non, pas encore? Retenez PCR. Ouais. Alors, ouais. Non, mais c'est quand même utile que vous sachiez que la sérologie, c'est intéressant. Quand on fait une infection aiguë, on va avoir des IgM à partir de 5 jours. Et puis après, au bout de 7 jours, apparaissent des IgG. Le problème, c'est que le temps de recevoir les résultats, vous voyez, le bactério, il reçoit votre tube, vous êtes le seul à demander ça, il va se dire, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, je vais attendre d'en avoir 2, 3. Il va le faire au bout de 48 heures, vous allez recevoir le résultat une semaine après. Donc, ce n'est pas un mauvais examen d'avoir des IgM contre une maladie infectieuse, hein, IgM anti-hépatite B, anti-mycoplasme, ça, mais le résultat revient trop tardivement. OK? Donc, non. Donc, quel traitement allez-vous proposer en première intention chez ce patient?
Est-ce que vous le remettez à l'amoxy? Donnez une quinolone. Donnez un macrolide, donnez une cycline. Ouais, ça c'est vraiment, on fait appel à votre mémoire à très 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 court terme, c'était la diapo d'avant. Même si les fluoroquinolones marchent, en première intention quand même, c'est macrolide et cycline. Voilà, suivante alors, du coup on va passer. Voilà. Hein, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les quinolones en première intention? Trop large. Et donc quelle est la conséquence d'être trop large? Et de résistance sur quoi? Mais qui se trouve où? La flore de quoi? Digestive notamment et cutanée. Hein, quand vous donnez des fluoroquinolones, même pendant 48 heures, vous êtes sûr qu'il y a 1 sur 17 entérobactéries qui va devenir résistante. Donc après la fin du traitement par quinolone, au bout d'1 mois ou 2, ça va redevenir à nouveau sensible. Mais l'impact est énorme en fait des quinolones. Donc il faut vraiment y aller très mollo, seulement quand il y a des infections documentées, en particulier à grammes moins ou en cas d'échec, mais pas en première intention. Tandis que macrolide et cycline, qui sont purement des antigrammes plus ou antibactéries atypiques, là le risque est moindre. OK? Donc la durée du traitement, donc macrolide, par exemple, vous pouvez donner roxythromycine, 150 mg matin et soir, qui a des bonnes concentrations dans le tractus respiratoire, ou doxycycline, 200 mg une fois par jour. Voilà, pendant 14 jours, 10 à 14 jours. Hein. Donc je vous remets le tableau que vous aviez vu, hein, maintenant il vous paraît évident. Chez un sujet sain, non sévère en ville, soit vous suspectez un pneumocoque, c'est le tableau de PFLA, plus de 40 ans, opacité systématisée. Hop, pneumocoque, je donne de l'amoxicilline par voie orale ou par voie IV, s'il est hospitalisé. Et si c'est une suspicion de bactéries atypiques, j'ai un jeûne, début progressif, contexte épidémique, plutôt des macrolides. S'il y a un doute, on fait plutôt amoxicilline et ensuite on switch si au bout de 48 heures, ça ne va pas. Et s'il y a un doute sur une légionellose, le patient est sévère, etc., il est hospitalisé, c'est un autre contexte. Voilà, donc quelques points clés sur les conclusions qu'il ne faut pas oublier. Pour les bronchites aiguës, pas d'antibiotiques. On va éviter 10 millions de prescriptions par an. Pour les pneumopathies, toujours penser au pneumocoque en première intention en cas de pneumopathie aiguë. La prise en charge initiale dès la ville, elle est adaptée au tableau clinique et au terrain. Pensez à la légionnelle, et avec l'antigène urinaire, on peut déjà éliminer 90% des cas. Pensez que sur les bactéries atypiques, les bêta-lactamines sont inefficaces. Et ne pas oublier la grippe, on n'en a pas parlé parce que vous avez 1 heure dessus, mais qui peut donner des pneumopathies létales chez les femmes enceintes, les obèses, les patients fragilisés. Et donc, un peu de bactériaux, c'est l'avant-dernière slide. Un peu de bactériaux. Donc, dans 50 à 60% des cas, on identifie le pathogène. Dans 20 à 30% des cas, on a une étiologie bactérienne qui peut être Streptococcus pneumoniae, Mycoplasme pneumoniae. Dans les causes rares, on a Legionella pneumophila, Chlamydia pneumophila. Et chez le sujet fragilisé, BPCO par exemple, ne pas oublier les bactéries à gram négatif, hémophile entérobactéries et le staphylocoque doré. Et si tu vas voir la dernière slide, non, il y a encore, pardon, j'ai menti. Il reste 3 slides. Vas-y. Mais voilà, donc je vous rappelle les tableaux cliniques qu'on a vus. La pneumopathie alvéolaire, qui est en règle systématisée, lobaire ou segmentaire, qui peut être due au pneumocoque, due à légionnelle ou à d'autres germes comme hémophilus si le patient est fragile. Les bronchopneumopathies, donc ça on a juste vu à scanner. Donc ça commence comme une bronchite et puis ensuite ça se surinfecte. Donc c'est surtout, ça peut coller avec une grippe surinfectée, la légionellose, Hémophilus influenzae, Moraxella. Les pneumopathies interstitielles, qui sont en général dues à des germes atypiques, comme Mycoplasme, Chlamydia, Légionnelle, ça peut être aussi la grippe. Et puis, on n'a pas vu, c'est la pneumopathie d'inhalation, c'est des germes de la flore oropharyngée, c'est surtout chez des patients qui sont soit dans le coma, soit alcooliques, qui vont inhaler, ils vont faire une pneumopathie souvent très localisée. Et donc, le diagnostic microbiologique de ces infections, pour le pneumocoque, on peut faire donc la culture, les antigènes solubles urinaires. Pour les Legionelles, on peut faire la culture et les antigènes solubles urinaires. Mycoplasme, c'est plutôt de la PCR. Chlamydia, plutôt de la PCR. Hémophilus influenzae, c'est de la culture. Les virus respiratoires, c'est plutôt de la PCR.
vous aurez accès à toutes ces slides, hein, donc c'est des synthèses. Regardez ça, normalement avec tout le cours qu'on a eu, ces tableaux de synthèse, ça devrait être mémorisé assez facilement. Et là, je vous promets, c'est la slide 140 sur 140, c'est la dernière. C'est écrit, dernière diapositive. Voilà, alors pensez toujours, parce que là vous êtes encore petit, hein, mais, donc vous n'avez pas encore toute la médecine en tête, mais quand vous êtes sûr de votre diagnostic, c'est là qu'il faut douter, parce que vous pouvez vous tromper. Donc il faut toujours avoir une étape qui est le diagnostic différentiel. Hein, et si c'était autre chose. Donc même si vous avez un diagnostic de pneumopathie systématisée, demandez-vous si ça ne peut pas être carrément autre chose, par exemple une tuberculose, surtout si c'est les lobes supérieurs, ou une embolie pulmonaire, hein, un infarctus pulmonaire. Si ça a traîné un peu, ça peut donner un tableau comme ça radiologique qui ressemble à une pneumopathie systématisée. Devant une pneumopathie interstitielle, il y a d'autres causes aussi. Hein. Ça peut être une défaillance cardiaque avec un œdème aigu du poumon qui commence, ou ça peut être tout un tas d'autres causes de pneumopathie interstitielle, médicamenteuse par exemple. Hein. Moi, j'ai plusieurs fois cherché la pneumopathie interstitielle, c'était finalement une pneumopathie à la cordarone ou quelque chose comme ça. Hein. Donc cette étape-là est très importante. Bon, là, vous êtes très jeune. Donc, ça va être surtout à l'internat où vos diagnostics différentiels, ce sera important. Mais on l'a mis en dernière dia pour, justement, de prendre un peu de recul quand vous avez un diagnostic qui vous semble évident. Voilà, on arrive au bout. J'espère que ça vous a apporté. Bon. Vous avez 10 minutes. On vous laisse 10 minutes pour des questions. Hein. On ne bouge pas pendant 9 minutes encore. Les mots-clés sur une slide de chacun. À la fin, comme ça, du truc initial. On a arrêté l'enregistrement.